m'appelle Isabelle Delorme, je suis chercheure associée au centre de Sciences Po. À Sciences Po, je suis également enseignante et je suis avant tout, je dirais, responsable d'une nouvelle formation qu'a créée Sciences Po d'intégration de jeunes réfugiés à un certificat professionnel. Je fais également partie d'un réseau de chercheurs, de jeunes chercheurs en bande dessinée qu'on appelle La Brèche. Ce que je pourrais dire, c'est que j'ai commencé à m'intéresser à la bande dessinée à la bande dessinée dans le cadre professionnel, j'entends, il y a un petit peu moins de 10 ans. En fait, tout simplement en introduisant des vignettes de Tintin au Congo avec mes étudiants de première, mes lycéens de première. Et en fait, ça a tellement bien marché que petit à petit, j'ai accru ma pratique, par exemple en travaillant sur des planches de Tardi pour la Première Guerre mondiale, ou bien sur Maos. Et l'expérience pédagogique m'a tellement intéressée que je me suis mise à écrire des articles. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai décidé de reprendre mes études, de suivre le master en bande dessinée à l'ESI, c'est-à-dire à l'École européenne supérieure de l'image à Angoulême, qui offre cette formation en partenariat avec l'Université de Poitiers. Ça m'a passionnée, je me suis spécialisée à ce moment-là sur la représentation de la Shoah en bande dessinée et plus largement, je dirais, des traumatismes en bande dessinée. Et directement après ce master que j'ai entrepris en 2011-2012, j'ai fait un doctorat à Sciences Po, à Paris, sur la bande dessinée mémorielle, plus exactement sur les récits mémoriels historiques en bande dessinée, puisque mon postulat c'était de dire qu'il y avait un nouveau genre qui s'était créé en bande dessinée et que ce genre avait été créé avec la publication de Maos, donc à la fin des années 80, au tournant des années 80-90, et que ce nouveau genre, en fait, c'était un genre où un auteur partageait sa mémoire. C'est le cas, par exemple, de Marjane Satrapi dans Persépolis, où le plus souvent la mémoire de ses proches, donc Art Spiegelman relatant la mémoire de ses parents durant la Shoah, et que ce nouveau genre était appelé à se développer. Et j'ai essayé d'en établir les caractéristiques dans cette thèse. Ça, c'est c'est mon travail de recherche, et ce travail de recherche, il m'a amené justement à faire des cours à Sciences Po sur ce type de récit, et notamment dans le cadre d'ateliers de pratique artistique, donc depuis 2018. C'est donc la deuxième édition, et ça c'est c'est une activité que j'aime énormément, parce que je me trouve face à des étudiants de première année, et il y a à la fois toute une dimension théorique en quelque sorte, c'est-à-dire que j'explique à mes étudiants ce que sont que les récits mémoriels historiques en bande dessinée, évidemment en montrant et en expliquant beaucoup de choses, y compris en ayant établi en quelque sorte un partenariat avec la bibliothèque de Sciences Po, où on fait une séance qui présente à la fois le fond documentaire, et où mes étudiants vont se resservir finalement du fond historique de Sciences Po pour réaliser ce qui correspond à la deuxième partie de l'atelier. En fait, l'évaluation de ce cours, c'est la réalisation de planches mémorielles personnelles sur, exactement comme dans ces récits, c'est-à-dire sur la mémoire, leur propre mémoire ou la mémoire de leurs proches au sein d'un événement historique contemporain. Et ça occupe, je dirais, une bonne moitié de l'atelier, c'est-à-dire que les étudiants sont avec moi, ils ont choisi ce sur quoi ils allaient travailler, et petit à petit, on bâtit ensemble, en quelque sorte, ce qu'ils vont raconter en bande dessinée, et ils ont il y a des critères qu'ils doivent respecter, un petit peu comme les auteurs des albums, par exemple, ils doivent intégrer des photographies personnelles, des documents publics, etc. Et c'est un atelier qui fonctionne très bien et qui est souvent extrêmement émouvant, parce que justement livrer sa mémoire individuelle ou la mémoire de proches et voir comment elle s'inscrit dans l'histoire contemporaine, comment finalement c'est très représentatif, c'est très important. Et dans ces ateliers aussi, les 2 années, j'ai fait venir des auteurs pour qu'ils viennent parler de leur pratique, voire même dessiner devant les étudiants, après avoir
après avoir étudié avec mes étudiants les albums concernés. Par exemple, l'an dernier, c'est Marcelino Truon qui est venu pour présenter Une si jolie petite guerre, Saigon 1961-1963. Cette année, c'est Olivia Burton pour son dernier album qui vient. Et cette rencontre avec les étudiants, c'est un des moments forts de l'atelier. Et ces évaluations qui ont été faites ont été finalement tellement, je dirais, tellement émouvantes, tellement intéressantes, et c'était un gros travail dans lequel ils sont beaucoup investis, qu'on a exposé en fait leurs travaux à la bibliothèque de Sciences Po pendant plus de 2 mois, et on a même fait en quelque sorte un catalogue de leur production, tant vraiment c'était de qualité. Donc ce travail-là d'enseignant avec la bande dessinée est très important pour moi. Alors bon, incontestablement, c'est Maus d'Art Spiegelman. Alors, Maus, c'est une bande dessinée qui est réalisée par un auteur juif new-yorkais qui est né en 1948 et qui va livrer un récit qui a, je dirais, au moins pour moi, enfin je ne suis pas la seule à penser ça, révolutionné en fait la façon de voir et de comprendre la Shoah. Alors dans ce récit a une longue histoire d'ailleurs. Il a une longue histoire parce que Art Spiegelman a fait une première version de Maus en 3 pages en 1972 après avoir commencé à s'entretenir avec son père. Et donc de quoi parle Maus? Il parle de 2 choses essentiellement. Il relate en fait la vie de ses parents qui étaient des juifs polonais, on va dire du milieu des années 30 jusqu'à leur déportation et la fin de leur déportation en 1945. Donc ça c'est une première couche du récit en quelque sorte, et il y a un deuxième récit qui se superpose et qui s'entremêle au fil des chapitres, voire au fil des planches, qui est les relations qu'entretient Art Spiegelman avec son père, des relations qui sont notoirement difficiles. Il n'est pas question là de sa mère, parce que la mère de l'auteur s'est suicidée en 1968, donc elle n'a pas pu apporter sa mémoire directement, mais il en est évidemment énormément question, et Art Spiegelman savait que finalement sa mère voulait qu'il raconte en quelque sorte cette histoire. Et donc voilà, je dirais pour le thème. C'est une bande dessinée qui est assez longue puisqu'elle fait 295 pages, qu'elle a donc été publiée en plusieurs épisodes, puisque une fois que Art Spiegelman a eu fait sa version en 3 pages, il s'est aperçu d'une part que ça l'intéressait énormément et qu'il voulait en savoir davantage, et que d'autre part, ce qu'il avait montré de cette petite bande dessinée avait beaucoup plu et donc avait un écho important. Donc il s'est dit, je vais me lancer. Et donc se lancer, c'est donc 1500 cases, quasiment 300 pages, et il va en fait prépublier l'album chapitre par chapitre dans une revue qu'il a créée avec sa femme Françoise Mouly, donc aux États-Unis, à New York, qui s'appelait Raw, et ensuite publié un premier tome en 1986 à New York, puis un deuxième tome en 1991. Le succès de Maus est tellement important que c'est le seul album au monde à obtenir un prix Pulitzer spécial en 1992, qui couronne en quelque sorte l'ensemble de l'album. Il a aussi reçu bien d'autres prix, en France comme aux États-Unis. C'est un livre qui actuellement a été traduit dans plus de 30 langues, qui a été tiré à plusieurs millions d'exemplaires, qui sert, je dirais, de base d'enseignement à un certain nombre de cours d'histoire, en particulier dans les universités américaines, à Harvard, dans un certain nombre de grandes universités, à Columbia, etc., en France aussi. Et dans les particularités de Maus, il y a que c'est un récit en noir et blanc, que c'est un récit qu'on dit zoomorphe, c'est-à-dire que Art Spiegelman a choisi de représenter les juifs comme des souris, les nazis sont des chats, les américains sont des chiens, les français sont des grenouilles, parce que c'est bien connu qu'on est des mangeurs de grenouilles, etc., etc. Et cette mise en récit zoomorphe de cet événement si important de l'histoire
a donc révolutionné la façon de l'appréhender. Et donc pour moi, justement, le départ de ce nouveau genre, puisque à la suite d'Art Spiegelman, donc par exemple Marjane Satrapi pour Persépolis, mais aussi donc Marcelino Truong, Étienne Davodo quand il écrit sur les mauvaises gens, etc., vont, vont continuer et vont écrire ces récits mémoriels historiques en bande dessinée. Alors oui, alors ça me semble une telle évidence, et je pense que c'est justement en enseignant que l'évidence m'est venue, parce que quand j'ai vu combien mes élèves au lycée étaient intéressés par cette représentation de l'histoire, combien ils accrochaient, et combien ils me disaient que apprendre dans les livres c'était une chose, mais visualiser, avoir des images, et des images qui s'agencent avec un texte, que pour eux c'était essentiel. Et je me souviens notamment, j'ai beaucoup utilisé en classe un album de Paolo Cossi, une fiction, cette fois-ci une fiction historique sur le génocide arménien, qui s'appelle Metz Yeguern le Grand Mal, qui est d'une violence terrible, mais qui est extrêmement pédagogique. Et d'ailleurs Paolo Cossi, il explique que, étant jeune, il n'avait jamais entendu parler du génocide arménien, que c'est un de ses amis archéologues faisant des fouilles sur un site arménien qui lui en a parlé. Et ça lui a semblé tellement énorme que dans sa scolarité, il n'en ait pas entendu parler. Il a dit, ben, en gros, qu'à cela ne tienne, moi je vais en parler, je vais faire une BD là-dessus. Et donc j'ai lu et relu avec mes élèves, à tel point que certains en ont fait des cauchemars, et surtout ce cauchemar, mais sans regretter de l'avoir lu. Mais surtout ce qui m'a frappé, c'est que quand on faisait en quelque sorte le bilan, après l'avoir étudié, je dirais, en détail, les élèves me disaient quasiment invariablement, le génocide arménien, avant qu'on en parle, en gros, je savais l'équivalent d'une ligne. Maintenant, le génocide arménien, avec cette BD, je suis capable de dire comment ça s'est passé, les modalités, à quel moment, dans quel lieu, quels impacts. Et ça, c'était énorme. Donc vraiment, c'est le rapport, c'est d'utiliser la bande dessinée dans mon enseignement qui m'a vraiment convaincue. Je dirais aussi que pourquoi pour moi la bande dessinée est importante dans la transmission de l'histoire ou dans son explication. Mais je pense que c'est le mode opératoire en quelque sorte de la BD, ce mélange texte-image et images variées, parce que c'est du dessin, mais dans le cas des récits mémoriels, c'est aussi très souvent des photographies, y compris des photographies d'archives, d'époque ou aussi contemporaines. Donc c'est d'une part ça, c'est aussi ensuite, alors je reste toujours un peu plus sur ce type de récit, mais ce sont des récits très poignants, avec beaucoup d'émotions. Or, l'émotion permet qu'on s'identifie, et donc, qui dit s'identifier, dit une meilleure mémorisation. Et cette émotion, c'est Boris Cyrulnik qui dit « sans émotion, pas de mémoire ». Et donc, en particulier, je pense que la bande dessinée, elle est aussi très adaptée pour rendre compte d'événements historiques traumatiques, parce qu'elle elle met en image des événements, hélas, violents, et donc qui imprègnent davantage la mémoire, je dirais, qu'un simple récit, même si on sait bien que quand on nous fait un récit, notre cerveau, en quelque sorte, produit des images associées. Mais donc, on sait aussi, d'ailleurs, que le cerveau retient mieux les images que les textes. Donc, je dirais que quelque chose qui présente et des images et des textes, c'est presque le summum finalement pour retenir. Voilà, donc il y a le côté de transmettre les émotions. Il y a aussi je dirais la liberté qu'ont les auteurs pour transmettre les connaissances, et qui ce qui peut permettre d'avoir un récit qui soit très circonstancié ou très documenté, enfin qui colle vraiment à l'événement dont on souhaite parler. Tout ça, ça me semble très important. Et puis, la bande dessinée, elle a un atout très important que le cinéma n'a pas, par exemple, c'est qu'elle permet de reconstituer des images manquantes. Or, on sait par exemple que dans des événements historiques, des faits se sont passés, mais on n'est
pas toujours en mesure de documenter chaque fait justement par une image photographique. Or, la BD permet cette reconstitution et donc elle permet en quelque sorte la fluidité du récit historique, peut-être différemment, je dirais pas mieux, hein, mais différemment de livres plus sans images en quelque sorte, ou sans images agencées dans le cadre d'une bande dessinée. Alors, dans le cadre de l'enseignement de l'histoire par la bande dessinée, en fait, j'ai mené une expérience durant un certain nombre d'années dans le lycée dans lequel j'enseignais alors, dans le cadre d'un enseignement qu'on appelait littérature et société. Je travaillais en concertation avec le CDI de mon lycée, vraiment dans une excellente coopération. Et le CDI avait accepté d'acheter chaque année une ou plusieurs séries de bandes dessinées à destination des élèves. Mais quand je dis série, ça veut dire on en avait au moins 15 ou 16, de façon à ce que moi, je puisse venir avec mes élèves. Donc on venait 1 heure par semaine. Et mes élèves avaient sous les yeux un album. Alors dans les albums, il y avait par exemple c'était La guerre des tranchées de Jacques Tardy, Le photographe d'Emmanuel Guibert, Une si jolie petite guerre 61-63 de Marcelino Truong, Metz-Yegern, Le grand mal bien sûr de Paolo Cossi, et Maos d'Art Spiegelman, plusieurs autres. Et le principe, et en particulier pour Maos, et même si ça peut paraître curieux, ça a vraiment été une expérience qui nous a à tous beaucoup apporté et qu'au fil des années, j'ai eu toujours autant de plaisir à recommencer. Donc, les élèves étaient assis, on était assis autour de moi en quelque sorte, on était autour d'une table ou pas, on avait chacun l'album sous les yeux et j'ai lu à haute voix, in extenso, Maos, au moins 2 fois par an, c'est-à-dire que lire Maos, ça prend 7 heures ou 8 heures ou 9 heures, et en fait ça a très bien fonctionné parce que les élèves me disaient que finalement ça leur apportait bien davantage qu'une simple lecture. Pourquoi ? D'abord, pendant que je lisais, finalement ça les déchargeait de lire et ils regardaient les images. Et là, ils avaient le temps de regarder des choses que dans une lecture, je dirais, rapide, on n'avait pas le temps de faire. Ensuite, comme c'était des albums que je connaissais bien, je pense en particulier à Maos, mais à d'autres, je prenais le temps de m'arrêter pour expliquer une case en particulier, une parole, de contextualiser des vignettes, et ça, c'était aussi très intéressant pour eux. Et ensuite, troisièmement, je jouais vraiment le jeu, c'est-à-dire quand il y avait des onomatopées, eh bien, je les disais avec force, quand le passage était émouvant, j'y mettais le ton, etc. Et donc, j'en faisais une lecture vivante. Et c'était un très beau travail mené ensemble. Et puis évidemment, je répondais à leurs questions. Je veux dire, ils avaient pour consigne de m'interrompre dès qu'il y avait quelque chose dont ils avaient envie de parler ou besoin. Et c'était impressionnant parce qu'il y avait mais aucun bruit pendant la lecture. Et au départ, je me demandais dans quelle mesure ça tiendrait, et je disais toujours, bon, si vous voulez, on n'en lit qu'un chapitre et on s'arrête. Eh bien, ça ne s'est jamais arrêté, et j'ai lu à chaque fois les 2 tomes en entier. Et même chose pour Metz-Yegern, etc., tout au long de l'année. Mais Maos a d'ailleurs toujours obtenu un très franc succès.